le chemin de la tranquillité d'esprit, il est là. Il est de se dire qu'on n'a pas toujours raison Ouais. et que c'est pas grave de pas avoir C'est ça, raison. c'est pas grave, exactement. Et ouais, c'est pas si grave de pas avoir raison. C'est ce qu'on va voir avec mon nouvel invité dans un instant. Bienvenue dans Essaye encore, le podcast qui dédramatise l'échec. Salut les losers, bienvenue à vous. Épisode 33 qui va débuter dans un instant. L'épisode 32, la semaine dernière, j'ai reçu Anna Girardot, la comédienne, réalisatrice, productrice, Anna Girardot. On a parlé évidemment de son parcours, notamment de ses cours de comédie à New York, qui n'ont pas été simples, de son retour en France, qui n'a pas été facile non plus, de scènes parfois difficiles à jouer avec Guillaume Canet. Enfin bref, on a parlé de plein de choses, si j'arrive à faire mes phrases. Et vraiment, l'épisode est super cool. Donc Anna Girardot, c'est dispo partout. Allez l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. Nouveauté aussi à vous dire avant d'entamer l'épisode, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que je vous écris un petit mail tous les jours. J'ai lancé la newsletter du podcast, mais je vous fais un petit mail par jour en fait. C'est pas une newsletter comme les autres. C'est un petit mail très court tous les jours où je vous parle d'échecs, de podcasts, de réflexions autour du sujet, de prochains invités, etc., etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, filez vous abonner. Comme ça, vous suivrez un peu ce qui se passe et vous recevrez aussi vos petits mails tous les jours. Et puis vous pourrez échanger avec moi sur le sujet. Vous dites, moi je suis pas d'accord avec ça. Ou alors je pense plutôt ça. Dites-moi. On est là pour parler ensemble autour de ce sujet de l'échec. Allez, essaye encore. Donc, le nouvel épisode va débuter maintenant. Mon invité s'appelle Arnaud Demanche. Il fait de l'humour depuis 2004. Il est humoriste, voilà. Encore un, j'avais envie de dire. Ouais, on a senti que j'aimais bien l'humour. Depuis 2004, donc, Arnaud, il fait de l'humour. Il a commencé à Canal+. C'est lui qui a co-créé avec Frédéric Royer puis un autre comparse la cérémonie des Gérards. Vous vous rappelez les Gérards où on remettait un parpaing en or là aux trucs les plus nuls? C'était sur Paris Première pendant 7 ans. Ça a été un vrai succès. Puis donc derrière, il a voulu voler de ses propres ailes. Et en fait, il s'est lamentablement viandé pendant 4 ans avant de remonter doucement la pente. On a parlé donc de ça, de ses débuts en tant que stagiaire pour Carl Zero. On a parlé d'un blog où il se fait passer pour Jacques Chirac qui a fait un buzz à l'époque. On a aussi parlé du métier d'humoriste d'aujourd'hui, de l'époque de Canal+, où c'était un moteur créatif. On a parlé de ses vidéos à Arnaud Demanche qui ont explosé sur Internet pendant le confinement, alors qu'il avait voulu faire un suicide artistique. Et finalement, c'est ce suicide qui a permis la renaissance. Alors comme quoi, plantons-nous joyeusement. Essaye encore, épisode 33, ça commence maintenant. Allez, on y va. Allez, on se lance. Je coupe mon aspirateur et je suis à toi. Eh ben bonjour Arnaud. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Bienvenue, de rien, ça me fait plaisir de t'avoir. On mange là à des heures d'artistes, tous les deux, et enfin nous pouvons enregistrer. Ouais, on s'est un peu étalé dans l'après-midi. Un petit peu. Un peu tardé à déjeuner. Concrètement, je suis très content de t'accueillir dans le podcast. Évidemment, tu connais le principe, nous parlons de bide, donc je reçois un loser de plus. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comme c'est bien vendu. Tellement. Non, j'ai une seule vraie question, c'est qui es-tu? Parce que je me suis aperçu que à la radio, si je présente les gens, je les présente pas comme des fois c'est bien de les présenter. Donc je les laisse le faire eux-mêmes. Qui je suis? Je m'appelle Arnaud Demanche et je suis humoriste. Voilà, on va la faire courte. Ça fait depuis 2004 que je travaille dans ce métier. J'ai commencé à Canal et puis j'ai co-créé les cérémonies des Gérards avec Frédéric Royer et Stéphane Rose, et puis tout ça m'a emmené sur Paris Première pendant 7 ans, et ensuite j'ai décidé de quitter les Gérards, de voler de mes propres ailes. Je me suis vautré les 4 premières années et puis là c'est en train de remonter. Donc c'est le thème parfait pour l'émission. Exactement, je ne pouvais pas rêver mieux. Très bien, on va fortement s'intéresser à la période où tu te vautres donc. Et alors tu disais que tu as commencé chez Canal en 2004 et puis Paris Première ensuite. Est-ce que c'est pour ça que j'ai lu que tu étais un enfant issu des médias comme on voit sur Wikipédia et compagnie? Ouais, c'est un bien grand mot parce que les médias m'ont pas plus formé que ça, formaté que ça. Moi, j'ai juste grandi dans mon univers culturel et artistique, quoi. C'est-à-dire que j'ai grandi avec mon époque, tout simplement. Mon époque, c'était l'époque reine de la télé et de la radio. C'était les années 90 avec Canal tout puissant, et donc l'humour qui était associé à cette période. Il y avait des humoristes partout dans les années 90, 90, 2000, et puis en 2010, ça a commencé à s'étioler et ça s'éteint depuis les années 2020. Donc j'ai grandi avec mon temps et avec mon époque. Donc forcément, j'en suis un gamin. Et tu veux être humoriste dès le début, quand tu vois les humoristes à la télé justement? Ouais, depuis tout petit. Quand je suis gosse, chez nous, on a des cassettes audio
avec les émissions des Carpentiers qui sont enregistrées dessus. Donc j'écoute des sketchs depuis tout petit. En maternelle, je fais mon premier spectacle humoristique dans la cour de récré. Et je récite en fait du Guy Bedos et du Coluche donc à des gamins de maternelle qui n'y comprennent rien, et moi je comprends pas en fait non plus. C'est juste que j'avais appris par cœur la rythmique de ces trucs et que il y aurait dû y avoir des rires, et en fait il y en avait pas. Donc c'était peut-être mon premier bid, humoristique, il date de la maternelle. Entre la sieste et le goûter. Ouais. Et après, je découvre Rire et Chanson en 6e, un truc comme ça, et là j'écoute tout le temps. Et je dévore tout ce qui se fait en humour à ce moment-là. Et t'as pas plus désireux d'apprendre qu'un collégien. Un collégien qui tombe sur le truc qui va le passionner, il atteint un niveau adulte en très peu de temps en réalité. Parce que t'es jamais meilleur qu'au collège pour apprendre un truc. Donc là j'ai englouti des bandes et des bandes de sketch, et puis en 2004, je commence à me lancer dans l'humour, et puis après ça décolle sur Internet, et je me retrouve embauché comme auteur pour Karl Zero, et après c'est le début de l'aventure. Le début. Justement, donc c'est Karl Zero. Mais comment tu passes de tes toits à la télé en fait, alors comment tu deviens auteur pour Karl Zero? J'étais embauché comme stagiaire dans une boîte de pub dans laquelle je voulais être embauché définitivement, et je me suis dit je vais faire parler de moi. Et à l'époque on était dans cette période où tout ce que tu lis sur Internet est vrai. Ouais. Maintenant, en dehors des boomers, les gens se méfient un peu plus. Oui, ça c'est le drame de cette période. Ah oui, les boomers qui croient tout ce qu'ils lisent. Qui croient tout ce qu'ils lisent. Mais à l'époque, c'était général. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de ce qu'avait fait Stéphane Rose pour un canard en ligne, pour lequel on écrivait des petites piges, lui et moi, qui s'appelait l'Examineur, qui était une sorte de Gorafi. Enfin, c'était le Gorafi avant le Gorafi. Mm-hmm. Et Stéphane avait fait Miss France est un homme, et ça avait fait le tour du monde. Et à tel point que Élodie Gossuin avait dû, pendant le concours de Miss Univers, prouver aux juges américains qu'elle n'était pas un homme. Donc elle avait dû faire des examens médicaux et tout ça. Donc ça, c'est à l'origine, c'est Stéphane Rose. Hein. Et donc je me suis dit, je vais faire pareil. Et j'ai choisi, pour faire parler de moi, de me faire passer pour le président. Donc j'ai racheté les noms de domaine de Jacques Chirac qui n'étaient pas déposés, et j'ai ouvert un faux blog de l'Élysée. Et j'ai fait croire que j'étais le président qui bloguait, qui racontait sa vie, etc., etc. Et les journalistes y ont cru. Donc il y a eu un petit buzz médiatique autour de ça. Et puis Canal m'a appelé en disant viens travailler chez nous, t'as l'air rigolo. Et j'ai commencé du coup là-bas, comme D'accord. ça. Je suis rentré suivi par les services secrets sans doute, qui étaient dans une camionnette banalisée. Ah ouais, à ce point-là. C'est probable, ouais. Quand t'arrives là-bas, t'es du coup, ça marche, je veux dire, ça, comme on te prend alors qu'il y a ce buzz médiatique, tu arrives en héros, genre je sais faire des blagues. Non, j'arrive pas en héros, j'arrive en stagiaire, mais avec un statut qui est pas très haut. Mais par contre, ça marche dans le sens où on n'a pas beaucoup d'attentes autour de moi, donc j'ai la liberté de progresser tranquillement. Mm-hmm. Et je commence à écrire des petites vannes, et puis Karl Zero me demande d'ouvrir le blog de Karl Zero, alors je gère le blog de Karl Zero, puis après je commence à proposer des petits textes, et puis tu vois, ça se fait tout en douceur. Il n'y a pas vraiment d'attente, mais donc je pousse dans une espèce de pépinière tranquille, ce qui est inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, les prods ont vraiment des attentes, et on te demande d'avoir des résultats dans les 3 semaines. Bon, en fait, un artiste débutant ne peut pas. Il a trop de choses à apprendre, à moins d'être un génie. Il a besoin de grandir. Mmh. Et donc, c'est ça aussi qui était super dans ce monde des années 90-2000, c'est que l'argent coulait à flot à la télé, et que du coup, les prods n'avaient pas vraiment un besoin de rendement tout de suite. On pouvait te laisser grandir doucement, t'imprégner des choses, parce que ça allait pas mettre la boîte en péril si on te payait 3 mois à rien foutre. Mmh. Et donc il y avait beaucoup de tranquillité à démarrer dans ce taf. Et
je sais que moi, je suis un type qui, à l'époque, était très lent à la détente sur certaines choses. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'avoir du temps pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Et je sais que si j'avais voulu émerger dans les années 2020, c'est-à-dire maintenant, j'aurais pas pu. Ouais, t'as pas l'état d'esprit pour. Ben, en fait, c'est pas que, oui, c'est ça. Je suis pas fabriqué pour être immédiatement performant. J'ai besoin d'apprendre, etc., etc. Et là, voilà, comme j'ai compris que c'était comme ça que le monde marchait maintenant, je me forme. Je forme mon esprit à ça. Parce que j'ai bien pigé qu'on était dans le monde de l'immédiateté, le monde du résultat immédiat, ouais. Et heureusement, à l'époque, c'était pas le cas. Parce que si, à 20 ans, j'avais débarqué dans le monde d'aujourd'hui, j'en aurais été dégoûté en 6 mois et j'aurais jamais fait ce métier. Ce métier est devenu dur, injuste et difficile à faire. Je suis content d'avoir émergé avant et d'avoir appris avant, moi. Là, aujourd'hui, c'est très difficile. Pour les médias, en tout cas, on parle. C'est toujours, ou même en général, tu parles de tout. Le métier de l'humour. En soi. L'humour, ouais. Le métier de l'humour est devenu extrêmement compliqué. Voilà, c'est un métier qu'on pouvait apprendre tranquillement dans les années 90, 2000, voire 2010. Aujourd'hui, tu ne peux plus l'apprendre tranquillement. On attend de toi que tu sois performant tout de suite. Alors, il y a des espaces dans lesquels tu peux faire tes armes et apprendre. C'est essentiellement les comédie clubs où là il n'y a pas encore cette espèce de course à la rentabilité, mais c'est en train de bouger parce que tu as des comédie clubs qui se sont professionnalisés à fond et dans lesquels tu rentres pas comme ça et où on attend que tu fasses un rire toutes les 10 secondes, etc., etc. Ce qui était des sessions de micro ouverts il y a encore 3-4 ans, maintenant c'est devenu des spectacles où les gens attendent un résultat, etc. Il y a plus le côté, on va voir des artistes qui se développent. C'est vraiment en train de mourir, ça. Donc il en reste, mais tellement moins qu'avant, et on a beaucoup moins de place pour apprendre. Et c'est assez paradoxal, voilà. Puisqu'on est dans une époque où finalement il y a des plateaux stand-up à tous les coins de rue maintenant. Bah, on a l'impression que il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'il y en a vachement moins qu'avant. C'est pas parce qu'il y a des comédie clubs qui ouvrent que le métier est en croissance. Non, le métier est pas du tout en croissance. En fait, c'est juste que ça joue sur la nostalgie de cette époque-là et où on peut encore se dire qu'il y a des places à prendre, etc., etc. Non, il n'y a pas de place à prendre. Il y en a un qui va émerger chaque année. Peut-être 2 les meilleures années, mais c'est tout. Moi, j'ai émergé en 2020 dans le stand-up, c'est-à-dire l'année de Paul Mirabel à peu près. 2021, je sais pas qui explose, on va dire. Enfin, l'année d'avant c'était Inès Reg. 2021, qui explose, qui vraiment devient la nouvelle star de l'année par rapport à tous ceux qui se lancent. Tu vois, il y a Louis Chappet qui arrive sur Click. Bon, mais pour l'instant, c'est pas un type qui remplit des zéniths. Et puis, voilà. C'est-à-dire que ça se réduit vraiment. Il y en a beaucoup qui viennent en comédie club, mais la place de l'année du mec qui explose, il y en aura qu'une par an maintenant. Ouais. Alors qu'il y a 10 ans, il y en avait 10, 20. Du temps de On ne demande qu'à en rire. Ah oui, bah ça c'était aussi. Ouais, il y en a 30 qui ont émergé dans l'année. Du temps du Jamel Comedy Club, de Canal et tout ça. Aujourd'hui, il y en avait plein. Il y en avait plein. Tu pouvais émerger du temps de Bref, du temps de Canal, en fait. Du temps où Canal était encore un moteur créatif. Maintenant que c'est juste un relais de l'extrême droite, il y a plus d'endroits où tu peux émerger. Et on parlait pas mal du web en se disant le web va être le relais des artistes et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir émerger en se passant des télés et des radios. C'est vrai, mais dans une certaine mesure. Parce que les algorithmes sont pas non plus ceux qu'ils étaient il y a 5 ans. Non. Et qu'une vidéo qui faisait 3 millions il y a 5 ans, aujourd'hui elle fait 30 000. Donc la donne est plus la même. Ouais, le métier a vraiment changé. Pour émerger aujourd'hui, c'est compliqué. Mais justement, en parlant de plateformes de vidéo, toi t'as explosé pendant la pandémie en termes de vidéo. Ouais. Bah en fait, pendant la pandémie, il s'est passé ce truc un peu magique
où Facebook a réouvert tous ses algorithmes en disant tout le monde est coincé devant notre média. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aspirer un maximum de nouveaux clients, et puis après on refermera les vannes pour leur vendre des trucs une fois qu'ils seront captifs. Donc là, le nombre de vues a été absolument délirant. Alors à la fois parce que j'ai eu la chance de proposer des vidéos que les gens ont aimées, ont partagées, se sont repassés les uns les autres, etc., etc. Donc il y a eu l'adhésion du public à ce que je faisais, mais il y a aussi eu le fait que les vannes étaient ouvertes sur Facebook. Vraiment, il y avait une facilité à faire de la vue. C'est-à-dire que dès que tu étais repéré par l'algorithme qui détectait chez toi un pouvoir de viralité, il te favorisait. Ce qui veut pas dire que tout ce que tu publiais allait cartonner, mais ça voulait dire que tu étais repéré plus facilement. Ouais, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, du coup, tu étais visible. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà. Encore une fois, c'est plus possible, à moins de proposer quelque chose qui soit un carton absolu. Mais un carton absolu sur Facebook, on sait pourquoi il est fait, donc c'est aussi dangereux d'aller sur ce terrain-là. C'est-à-dire que, en gros, sur Facebook, ce qui est viral, c'est ce qui est polémique et ce qui est indigne. Or, les trucs qui marchent le mieux, du coup, c'est les extrêmes et la théorie du complot. Donc, c'est très dangereux d'aller là-dedans. Pour un artiste, en tout cas, parce qu'après, c'est une image dont tu peux pas te défaire, ou en tout cas difficilement, et de toute façon, c'est un public qui ne paye pas. Donc, ça sert à rien d'aller les conquérir. Ils s'en foutent, ils veulent du gratuit. Ça sert à rien de bosser pour eux. Et puis donc, voilà, il y a eu cette double chance que les algorithmes étaient à fond. Mon travail plaisait, ce que je disais à trouver un chemin dans le cœur et le cerveau des gens, parce que moi je voulais faire un truc, tu sais, un peu comme les gens qui amenaient des gâteaux aux soignants, quoi. Ouais. C'était une espèce de bon, allez, on est tous dans la misère. Moi, mon rôle, c'est d'être rigolo, de dédramatiser la situation. Donc, faisons-le. Ça va être bien pour les gens, etc., etc. Et je l'ai pas fait pour avoir du succès, parce que si j'avais voulu le faire pour ça, j'aurais monétisé. J'ai choisi de pas monétiser. J'ai pas pris une thune sur les vidéos du confinement, alors que j'aurais pu me faire un max de blé. Non, parce que je me disais, il faut faire quelque chose de. C'était un peu mon quoi qu'il en coûte à moi, quoi. Ouais. Voilà. C'était des applaudissements à la fenêtre, etc., quoi. Ouais, on était dans cette période-là. Donc c'était ma manière à moi de contribuer à tout ça. Donc ça a marché, et puis derrière, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire le retour du public dans les salles, alors que en ce qui me concerne, ça faisait un moment que j'en avais pas vu. Donc donc j'étais bien content, ça s'est finalement bien goupillé cette histoire. Et est-ce que t'en as des bides alors, tant qu'on est dans la vidéo, justement deux vidéos, soit par rapport à un sujet que t'as traité qui s'est totalement viandé, soit par rapport à des choses beaucoup plus techniques, genre t'as passé 3 jours à faire une vidéo qui finalement n'est jamais sortie? Ouais, alors j'en ai 2-3 que j'ai faites, que j'ai publiées 10 minutes et après elles me plaisaient pas, donc je les ai enlevées. Il y en a une qui démarrait très fort, qui était une vidéo sur la chasse et les chasseurs, je l'ai laissé 4 heures en ligne et puis après j'ai fini par l'enlever parce que elle avait atteint un score considérable. C'était une vidéo à 10 millions facile. Le problème étant que les chasseurs, quand tu parles d'eux, ils n'ont pas d'humour sur eux. Puis ils ont des armes. Et ils ont des armes. Alors il y a 4 catégories qui n'ont aucun humour sur elles-mêmes. Maintenant j'ai fini par les repérer. C'est l'extrême droite, les féministes radicales, les chasseurs et les islamistes. Voilà, c'est les 4 catégories sur lesquelles, si tu fais une vanne sur eux, ils vont être ingérables derrière. Il y aura pas du tout d'autodérision, etc. Fais une vanne sur Zemmour en face de pro-Zemmour, c'est tu es un traître à la libération, on va te raser la tête, etc., etc., quoi. Les féministes radicales, c'est pareil, les chasseurs, c'est pareil, les islamistes, c'est pareil. Bref, tout ça pour dire, la vidéo sur la chasse, moi, j'étais prêt à encaisser les conséquences, mais par contre, ils commençaient à menacer les petites vieilles qui commentaient sous la vidéo. Ouais, on va te retrouver, on sait où t'habites, j'ai une marchandise. Donc, fais gaffe à ton chien, ce serait dommage qu'on le retrouve avec du plomb dans la truffe. Donc là, j'ai dit, bon, allez, on la vire. Mais c'est pas à proprement parler un bide, c'est plus de la prudence, quoi. Ouais. Et puis, non, des vidéos qu'on bidait, ouais, il y en a eu quelques-unes, mais c'est des bides très relatifs, quoi. Parce que
bon, enfin, on peut pas parler d'une catastrophe quand tu fais 800 000 ou 1 million de vues. C'est-à-dire qu'à proportion de vidéos qui faisaient 4 ou 5 millions à l'époque, bah, c'était moins bien, mais on peut pas parler d'une vautrade. Ouais, non, je serais content, moi. Par exemple. C'est quoi ta réaction face à justement un échec, ou en tout cas un sentiment d'échec, le sentiment d'avoir raté un truc? Comment tu es à cet instant précis? Est-ce que t'es du genre à te rouler en petite boule dans un coin de ta chambre, ou au contraire de remonter sur le cheval très rapidement? Non, plus maintenant. Maintenant, j'en ai rien à secouer. Si un truc s'est vautré, bah tant pis. Le prochain, on passe à la suite. Tu sais, quand tu fais du one man, de toute façon, il faut avoir conscience que chaque soir, les gens arrivent. Tu remets ton titre en jeu, quoi. Tu vois. C'est pas parce que t'as eu un succès la veille que le lendemain ça va être formidable. Donc, et ça c'est très visible à Avignon, par exemple. À Avignon, tu joues 25 fois ton spectacle en 25 jours, et puis le jour 23, tu sais pas pourquoi, c'est une catastrophe. Bah voilà, faut apprendre que même si ils ont tous rigolé les 22 premiers jours, le 23e, ça peut mal se passer. Pardon, on comprend pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Le one man est un peu injuste parfois. Tu crois que ça va cartonner et puis en fait pas du tout. Hein. C'est au contraire. Et ça tu l'as c'est bizarre parce que accepté quoi. Ouais, j'ai fini par. Au début, ça me. Enfin, je l'ai un peu toujours intégré. Ça m'a jamais tellement rendu malade. Je suis jamais reparti chez moi en me disant ah mon Dieu c'était horrible. Non, moi j'étais beaucoup plus inquiet par les chiffres de billetterie. Ça me rendait fou. Ouais. Ça me rendait fou et c'est quelque chose qui, oui, là pour le coup, me donnait un sentiment d'échec bien pire que une vanne qui a pas marché sur scène. Parce que quand elle marche 10 fois puis que le lendemain elle marche pas, bon bah elle a quand même marché 10 fois, donc tu sais que c'est pas un drame, que c'était un soir sans pour cette vanne. Il y a des vannes. Tu prends des applaudissements dessus, tu comprends pas pourquoi parce qu'elles n'en ont jamais pris, puis il y a des vannes, bah elles bident et tu comprends pas pourquoi parce qu'elles ont jamais bidé. Bon, ça fait partie du métier. Par contre, les chiffres de billetterie, ça ment pas quoi. Si ça marche, si ça ne remplit pas pendant 3 semaines d'affilée, c'est que t'as un problème. C'est que ton truc il est pas bon quoi. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Là, tu peux te remettre en question. Mais alors mais là où c'est difficile, c'est que comme ça rigole dans la salle, tu te dis merde. Pourquoi les gens aiment sur le moment, mais qu'est-ce qui les empêche d'en parler autour d'eux et de faire venir du monde? Pourquoi ça ne mord pas? Et ça, c'est un truc que j'ai mis très longtemps à comprendre. Aujourd'hui, maintenant, je sais, j'ai décodé ça, je sais ce qui fait que les gens vont venir et vont pas venir. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps avant de piger, et puis surtout, ça m'a rendu triste, mais dans des proportions incroyables. Et j'ai eu des moments de détresse absolue, quoi, parce que tu sors des Gérards où ça a cartonné, on faisait Bobino, le Palace, tout était complet. Les gens venaient en hurlant, ils étaient super contents, etc. Et puis j'étais un peu le frontman des Gérards en plus. Donc on va reprendre peut-être les Gérards du coup. T'avais créé cette cérémonie-là, hein, effectivement. Ouais, j'avais créé une cérémonie avec 2 potes sur les pires films, les pires acteurs, les pires réalisateurs, etc. Et donc ça s'appelait les Gérards et on mettait un peu comme une parodie des Césars, un parpaing doré de 27 kilos. Au récompensé. Donc, on a fait ça sur Paris Première pendant des années. Et puis, ça cartonnait vraiment. Et donc, on faisait des grosses salles. Et puis, le temps passant, moi, j'ai fini par me dire que fallait faire d'autres choses parce que ce truc-là n'allait pas être éternel. Donc, j'ai commencé à faire mon one. Et le one, lui, il remplissait pas du tout. Et c'est là que tu cherches quoi. Tu cherches pourquoi ça cartonne à un endroit et c'est une catastrophe à un autre. Et c'est pas du tout intuitif en plus parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai grandi dans un cocon un peu ouaté, très confortable qui était celui de la télé des années 2000.
où en gros, même si tu te vautrais, bah de toute façon, c'était pas bien grave parce qu'on te laissait faire tes armes et on t'aidait à te développer jusqu'à ce que ça soit bien. Donc c'était pas bien gênant que ça se vautre, même sur un temps de 3 à 6 mois. On te laissait ta chance. Mhm. Euh, dans le one man tel que je l'ai fait après les Gérard, c'est pas du tout pareil, quoi. On te laisse pas ta chance. Le verdict du public, il est hyper lourd et très comment Immédiat, dire, quoi, pour le coup. ouais, il est immédiat, quoi. La sanction, elle tombe vite. Donc tu te retrouves voilà un peu en carafe à te demander pourquoi ça cartonnait il y a 6 mois, pourquoi c'est une catastrophe maintenant. Bon, et j'ai fini par comprendre. Le fait de comprendre te ne te sert pas forcément tout de suite, parce que une fois que t'as compris, après faut résoudre le problème. Mhm. En l'occurrence, c'était quoi alors le Bah problème moi pour mon toi? problème c'était que mon premier spectacle il parlait trop de moi. C'était un spectacle sur le droit à rêver, le droit de comment dire de à avoir des projets un peu fantastiques, ambitieux. Puis je racontais ma vie, etc., etc. Donc c'était très marrant et franchement dans les trucs que j'ai écrits, j'en ai pas écrit beaucoup de cette qualité. Je reste persuadé que c'était un bon spectacle en tant que tel, mais il était plus adapté au monde dans lequel on vivait parce que on était rentré dans le monde du stand-up, c'est-à-dire où les humoristes te parlaient Mhm. de ce que toi tu remarquais dans la vie il y a eu de toute façon d'ailleurs il y a eu des tonnes de sketchs pour se foutre de la gueule de la formule. Je sais pas si vous avez Oui, remarqué oui, bien tellement sûr. ça devenait systématique, mais non, toujours est-il que c'était le truc du moment. Donc on parlait aux gens de ce qui les concernait et moi mon spectacle il était quand même relativement autobiographique. Donc le thème étant pas transversal, il y avait beaucoup plus de je que de vous et en plus autre problème, Charlie Hebdo et le Bataclan, ça n'a pas aidé à remplir les salles à l'époque, Mhm. évidemment. Donc ben tout ça mis bout à bout, ça a donné une catastrophe en termes de remplissage. Non mais vraiment quoi, je l'assume d'autant plus maintenant que c'est loin quoi, tu vois, c'est oublié. Mais par contre, voilà, Et du coup, tu faut le retournes retenir bûcher ça. alors quand c'est comme ça. Donc là, l'histoire du jeu Bah est du côté là, là ce que j'ai autobiographique. fait, c'est que j'ai pris la décision de carrément foutre le Changer. spectacle à la poubelle. Ouais, Ouais. c'était impossible. Mais après, on reste des artistes. Donc là aussi, ça peut avoir un certain nombre d'inconvénients, à savoir qu'on est très esclave de nos émotions. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était un suicide artistique. À ce moment-là, je me suis dit, je vais faire un autre spectacle et je vais partir en assumant le fait qu'il marche pas. Je vais profiter du fait qu'il se vautre. Comme ça, je partirai sans regret parce que je serai malheureux. Donc je me dirais bon bah voilà, tu renonces au spectacle complètement, t'arrêtes tout, tu fais un projet qui est suicidaire et qui fera que tout le monde va dire oh mon Dieu comment il fait, pourquoi il fait ça, comment il ose, etc. Et et grâce à ça tu pourras partir sans regret parce que tout le monde te détestera et donc du coup ce sera mieux. Et je fais blanc et hétéro en me disant avec un titre comme ça c'est sûr que ça n'aura jamais de succès et on me foutra un peu la paix. Puis en plus, moi, je commençais vraiment à être énervé par la doxa du moment. On était en 2016, venait d'avoir Charlie, venait d'avoir le Bataclan, et t'avais quand même dans les médias toute une clique d'intellectuels qui t'expliquaient que les mecs de Charlie l'avaient bien cherché, que critiquer la religion c'est méchant, et que la figure de l'homme blanc hétérosexuel colonialiste était vaillamment combattue par les héritiers de la France coloniale et en gros quand j'ai vu que Emmanuel Todd avait expliqué sur l'antenne de France Inter que les mecs qui défilaient dans la rue pour au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, Mhm. c'était 4 millions d'islamophobes. J'ai dit bah va te faire foutre toi. Je vais faire un spectacle pour régler mes comptes avec des gens comme toi et comme pas mal d'autres.
tu vois, Virginie Despentes, enfin toute cette clique qui a passé son temps à relativiser ce qui était quand même une catastrophe en termes de respect de la liberté d'expression, d'universalisme, de laïcité, voilà. Je pense que ces gens-là ont fait du tort à l'idée de laïcité, à l'idée d'universalisme, à l'idée même d'humour. Et d'ailleurs, je suis pas loin de. C'est une idée contre laquelle je lutte, mais c'est pas simple parce qu'il y a quand même une partie de moi qui pense que c'est vrai. Moi, je crois que quand tu pointes Charlie pendant 3 ans en disant c'est des islamophobes, c'est des islamophobes, c'est des islamophobes, c'est des islamophobes, je pense que tu as une petite part de responsabilité dans le fait qu'à un moment, ça devienne une cible. Une fois que tu as ciblé pendant 3 ans, tu peux pas t'étonner des résultats. Et donc, je voulais faire un spectacle pour dire un peu tout ça. Alors, le discours, comme j'étais en colère et que j'étais aigri et que j'étais frustré et que j'étais en plus traumatisé par ce qui s'était passé pendant Charlie Hebdo, parce que je l'ai très mal vécu d'un point de vue personnel. Le spectacle était effectivement très violent. Il n'était pas très nuancé, même si j'essayais, il y avait encore trop de colère à ce moment-là. Donc, il n'a pas fonctionné dans l'immédiat, et c'est une évidence. Mais le discours, lui, il a intéressé des gens et des gens qui étaient, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui n'étaient pas des gens d'extrême droite, quoi, qui étaient des gens qui, essentiellement de gauche d'ailleurs, qui voyaient que commençait à y avoir un vrai problème avec cette espèce de volonté permanente de dire ah oui, mais bon, quand même, au Bataclan, la musique était trop forte, tu vois, c'est pour caricaturer. Et donc, je commence quand même à avoir des contacts avec des prods, avec des gens. Et je rencontre mon producteur de l'époque et qui a l'intelligence de me, comment dire, de me laisser avancer à mon rythme lui aussi. Et c'est assez rare les producteurs qui bossent avec ce rythme, justement un peu à l'ancienne, où on laisse l'artiste s'expérimenter, se vautrer, se planter. Tester des choses. Il a eu le nez creux parce qu'il s'est dit bon, il a fait les Gérards et il écrit pour Nicolas Canteloup tous les jours, donc il est quand même pas nul. Enfin, il y a forcément quelque chose là-dedans. Là, il est perdu, mais je le laisse aller à son rythme, je le laisse avancer, faire un peu ce qu'il veut. Je suis sûr qu'à un moment, il y aura quelque chose qui va en sortir de ça. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, c'était courageux comme pari parce que c'est vrai que tout seul, j'aurais pas réussi. Et en fait, je n'ai dû mon salut qu'à la rencontre avec ma meuf, qui elle travaille dans le cinéma et qui m'a dit c'est vachement bien, mais c'est monté à l'envers. Il faut pas que tu le vendes comme ça, ton spectacle. Là, il est vendu comme une comment dire, une histoire d'un mec qui règle ses comptes avec son ex à l'époque. Le personnage de Prime Vert dans le spectacle, c'était mon ex. Il m'a dit non, faut que ça soit ta meuf. Et après, il y a un autre pote qui est un très bon auteur qui m'a dit ça, qui est Laurent Vassilian, qui m'a dit un peu la même chose, qui m'a dit faut que tu sois amoureux dans le spectacle. Si t'es amoureux, ça va. Et après, bon, voilà. Tous les gens qui m'ont aidé à écrire ont eu un peu le même retour. Laurent Vassilian, Philippe Cavrivière, ma copine, voilà, puis des copains que je vais citer parce qu'ils sont quand même beaucoup participé, Joseph Carabalona, Guillaume Petetin, Myriam Berliner, des gens qui m'ont vachement aidé à faire ce spectacle. Il y a beaucoup de trucs qui viennent de conversations que j'ai eues avec eux, voire des formules qui leur appartiennent, et tout ça mis bout à bout a fait que moi, l'aigreur de l'échec passant, et puis j'étais vraiment dans une histoire d'amour à l'époque, donc ça aide aussi parce que t'es plus léger, t'es plus tranquille, ouais. T'es plus cool, ouais. Et tout ça mis bout à bout avec un producteur qui lui voilà était comment dire, patient et puis un peu rigolard de la façon dont c'était en train de se mettre en place. Tout ça faisait que l'année avant le confinement, ça commençait à monter gentiment. Et au moment du confinement, alors là, les vidéos, poum, ça explose. Et on se retrouve là avec un coup de bol énorme, qui est que le succès des vidéos
permet de faire l'impasse sur le titre. Parce que je rappelle quand même que Blanc et hétéro, c'était censé être un suicide artistique, Oui, à la base, que c'était bien parti pour, et que ce titre-là avait pour objectif de me permettre de quitter le métier sans regret. Et en fait, le thème du spectacle, le bouche à oreille qu'il a eu et les vidéos ont permis d'atténuer ça. Et là, le spectacle, il change de titre. Il s'appelle Faut qu'on parle. Et maintenant. Et c'est la preuve d'une page tournée, du coup, peut-être. C'est la preuve. Oui, c'est une page qui se tourne. Et c'est la fin complète de l'aigreur. d'une période d'échec. Ouais. Ouais. Pas de l'aigreur, parce que l'aigreur, ça fait 3-4 ans qu'elle est partie. Mais c'est la fin d'une période d'échec de façon symbolique là. C'est terminé. Mais je suis assez content d'avoir connu une période où j'ai été haut avec les Gérard et je suis retombé très bas parce que maintenant je sais à quel point ça va vite et que tu peux devenir personne en 15 jours. Le public t'oubliera vite, le métier t'oubliera vite si d'un seul coup t'es absent. C'est comme ça, voilà, on n'y peut rien. On peut pas en vouloir aux gens, on peut pas, ils sont sollicités en permanence par des nouveaux trucs. On peut pas en vouloir au métier parce que c'est pareil, il est sollicité. Et puis maintenant là, ils luttent tous pour leur survie, donc évidemment ils ont d'autres chats à fouetter que de te passer des petits coups de fil pour savoir si ça va bien. Donc maintenant je sais ça. Et du coup, tu avances plus sereinement quand tu te prépares à l'idée que du jour au lendemain, tout ce que tu as là peut être enlevé. Et il faut mettre comment dire, la manière dont on voit sa vie réussie, il faut le mettre ailleurs. Faut pas le mettre dans ce métier-là. Ça, c'est du bonus. Alors ça ne doit pas te dissuader de faire ton travail du mieux possible, mais ça reste une récompense. Oui, c'est pas je le fais les jambes en l'air, je m'en fous, c'est pas ça, c'est pas grave quoi. Il y a pas de conséquences à ça. Si jamais si il y en aura une financière certainement à un moment donné, mais voilà, après tout ça c'est pas grave, c'est matériel quoi. Oui, alors après moi en plus je me suis débrouillé pour que financièrement ça m'impacte pas trop maintenant. Voilà. Donc, mais je l'ai fait précisément parce que je sais que ça peut s'arrêter. Et je sais que si ça s'arrête, ça s'arrêtera vite. Il y aura pas de période de lent déclin. Ça va être brutal. Donc, je me suis organisé pour ne pas en souffrir, par exemple, ne serait-ce que financièrement. Ça, parce que l'échec vient vite. Ouais, l'échec vient vite dans ce métier. C'est très dur d'y arriver et c'est pas évident de rester, mais c'est presque ce qu'il y a de plus facile, en fait. Une fois que tu as trouvé ton ton et que tu sais ce que tu as envie de dire et pourquoi tu es là, bon, c'est ton moteur intérieur. Donc, ton moteur intérieur, il a pas tellement de chance de bouger. Tu vois, c'est le truc qui te maintient tous les jours. Donc ça, a priori, c'est le truc qui va tourner. Par contre, ton entourage ou la réception de ce que tu fais, ça peut changer du jour au lendemain. T'es plus à la mode, ça s'arrête. Bon, il faut s'organiser pour en souffrir le moins possible, y compris financièrement. C'est pour ça que je braque des banques. Uniquement le samedi matin parce que le soir tu es sur scène. Très beau spectacle au passage, faut qu'on parle du coup maintenant. Allez le voir si vous l'avez pas encore vu. Oui, alors toi tu l'as vu. Ouais, pour le coup. Tout récemment, c'était vraiment très chouette. Je vais conclure. Tu vois, c'est un spectacle qui maintenant parle de justement de liberté d'expression, mais où il y a plus de revendications d'un côté ou de l'autre. Non, on te sent totalement extérieur. Tu te positionnes à l'extérieur de tout avec justement un regard et tu dis moi je pense ça de ça et ça de ça et ça de ça mais t'es à l'extérieur, tu n'es plus en train de prendre parti d'un côté ou de l'autre. Ouais, je cherche plus à convaincre parce qu'en fait le problème est là, c'est qu'il y a eu trop de gens qui ont cherché à nous convaincre qu'ils avaient raison et ça nous a interdit de dialoguer. Ça nous a empêché de dialoguer parce que on ne fait plus que prêcher pour sa chapelle et on cherche pas à apprendre. Or, une conversation ou un débat, c'est fait pour t'enrichir, c'est pas fait pour convaincre nécessairement l'autre. C'est pas nécessairement fait pour avoir raison. Et quand tu vois des débats Mélenchon-Zemmour, c'est évident qu'on a organisé un match de boxe, on n'a pas du tout organisé un débat. Ça a pas vocation à prouver aux électeurs de Zemmour que la justice sociale est nécessaire, et ça n'a pas du tout vocation à prouver aux électeurs de Mélenchon
je sais pas quoi parce que je trouve pas grand chose à sauver du discours de Zemmour. Mais tu vois ce que je veux dire. On n'attend pas du tout à la sortie. D'apprendre quelque chose à la sortie. Oui, ouais, d'apprendre quelque chose. On attend du sang et des larmes, mais pas du tout un apprentissage et de l'audience. Et en fait, le spectacle essaye de renouer avec cette idée que c'est pas parce que comment dire, c'est pas parce que tu défends une opinion que t'es contre toutes les autres. C'est pas parce que tu appartiens à une catégorie sociale que tu ne peux pas comprendre les difficultés que traverse une autre catégorie sociale. C'est pas parce que je suis pas, je sais pas moi, c'est pas parce que je suis pas noir que je peux pas comprendre qu'on souffre, qu'on puisse souffrir d'être victime du racisme, tu vois. J'ai été discriminé pour d'autres raisons, donc je sais ce que ça fait d'être rejeté. Après, que ce soit pour être noir ou pas, je comprendrai pas tout, mais ça m'empêche pas d'avoir un avis à donner parce que je suis un être empathique et que je peux entendre la souffrance de quelqu'un d'autre. Et ce truc-là est en train d'être oublié. Et il y a pas en fait d'humiliation à perdre un débat. C'est Mandela qui disait ça super bien. C'est je ne perds jamais, j'apprends. Ouais. Bah c'est ça. Et perdre un débat, c'est pas nécessairement échouer à démontrer qu'on a raison. Non, parce que on peut très bien avoir tort en fait. Tu vois, tu peux ne pas avoir raison. Et il faut qu'on retrouve cette idée-là. Tu peux très bien te rendre compte en examinant plein d'éléments dans une conversation que en fait oui, t'as pas bon. Mais c'est parce que c'est aussi devenu montrer, pointer du doigt debout. Il a eu tort. Il y a aussi ça maintenant. Il y a aussi ça. Enfin. Et ça aussi c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à décoincer et à changer. Mais le fait d'avoir tort est pas humiliant quoi. On n'a pas la science infuse, on n'est pas des génies, on n'a pas tous été touchés par la grâce, et puis on n'est pas tous égaux face à l'intelligence en plus. Quand t'as été élevé dans un coin tranquille, avec des bons profs, des bons parents et des sous, et que du coup tu t'angoissais pas pour ce que t'allais manger le soir, tu n'as pas développé ton intelligence et ta culture de la même manière que quand tu te bats contre la vie, que tu te fais casser la gueule et que t'es entouré de nuls. Et c'est ce qui fait que y a des gens, voilà, ils ont 80 de QI et d'autres ils ont 130, et c'est pas juste des dons à la naissance, c'est aussi une part d'environnement. On est dans le grand débat sur l'inné et l'acquis, mais tout ça pour dire que on n'est pas tous des génies, on n'a pas tous la science infuse, et qu'à un moment faut qu'on arrête d'humilier les gens qui ont tort et juste leur apprendre pourquoi ils ont tort. Et moi j'ai eu tort sur plein de trucs, y compris dans les trucs que je disais sur scène rétrospectivement. Je me dis merde, c'était quand même complètement con. Mais le chemin de la tranquillité d'esprit, il est là. Il est de se dire qu'on n'a pas toujours raison, et que c'est pas grave de pas avoir raison. C'est ça, c'est pas grave, exactement. Et puis des fois, c'est juste des désaccords sur des points où personne a tort, personne a raison, c'est des points de vue. Donc là, c'est encore pire. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui sont pas d'accord avec moi, tant qu'ils nuisent pas aux autres. Si on veut pousser, j'ai lu dernièrement les accords Toltec, les 4 et le 5e, c'est un bouquin à part, et pour le coup, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement, finalement, on est chacun dans notre propre réalité virtuelle qui est justement conditionnée par rapport à là où on a vécu, avec qui et comment on a appris une langue et compagnie. Et résultat, oui, tout ce qu'on voit de toute façon est fake, ou en tout cas est un seul point de vue, est un seul point de vue, voilà. Et donc, oui, alors si on pousse le raisonnement, oui, on peut aller jusque là. Il y aura pas de, il y aura pas de gagnant, il y aura pas de vainqueur, il y aura pas de raison, il y a pas, voilà. Et ça, le problème des réseaux sociaux, c'est que la nuance, c'est pas du tout une valeur sur les réseaux sociaux. Donc, tu te retrouves avec des gens qui s'engueulent pour un oui, pour un non. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, sur les gens qui s'engueulent sur Internet pour des recettes de cuisine, et ça peut aller super loin. Mais et voilà, le problème qu'on a maintenant, c'est comme c'est une valeur qui rapporte pas mal, t'as des chaînes de télé ou des radios qui se sont fait une spécialité de ce genre de baston, en se disant ça va rapporter
ça va rapporter de l'audience et donc ça va rapporter des sous. Derrière, si on monte les gens les uns contre les autres et ça te donne CNews et ça te donne des trucs comme ça, parce que il y a de la thune à prendre, quoi. Voilà. Exactement. Je vois l'heure qui file. Je vais juste te poser la dernière question qui est la dernière partie du podcast à chaque fois. Qui aimerais-tu entendre raconter justement ses bides et ses plantades comme tu viens de le faire, ou qui t'aurait aimé peut-être à une époque entendre, qui t'aurait peut-être appris des choses ou Ouais, j'aurais bien aimé entendre Rowan Atkinson expliquer comment il avait géré l'après Mr Bean. Alors, Parce que ça m'a demandé de parler anglais, mais pourquoi pas? non, mais quand un truc est connu de façon planétaire, comment tu gères le moment où ça s'arrête? C'est vrai. C'est pas un échec en soi, mais comment tu gères le moment où il y a plus? Ça c'est bon. Après, je pense que quand t'es devenu multimillionnaire, tout est plus facile à gérer, mais j'imagine. mais artistiquement, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est troublant. Et puis, qui j'aimerais entendre me raconter ses bides et ses échecs? Oh là là. Compliqué. Non, sachant qu'en plus tu connais déjà pas mal, tu travailles avec pas mal de monde, alors je suppose que tu connais un peu les histoires de plein de gens. C'est-à-dire je connais déjà pas mal d'histoires, ouais. Donc non, c'est plutôt ça me fascine plus là les gens qui sont à l'étranger. Mais d'autant qu'en plus c'est ma marotte du moment. Comme je connais bien l'humour français maintenant, bon je regarde encore tout ce qui se passe et tout, mais c'est vrai que l'arrivée du stand-up américain sur Netflix, ça fait que c'est tout un nouveau territoire à explorer, des tas de gens que je connaissais pas forcément et donc du coup j'apprends de ces gens-là. Moi je serais fasciné d'entendre Bill Burr me raconter sa vie pendant 3 jours. Mais vas-tu la voir sur ton podcast? Écoute, voilà un gros défi. Oui, là pour le coup. Non, mais tu vois, pareil, Louis C.K., quand il devient cancel aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Le mec, c'était le roi de l'humour 24 heures avant. C'est-à-dire, tu passes de t'es Dieu dans ton domaine, tout le monde dit que t'es génial, et le lendemain, t'es une sous-merde et plus personne veut bosser avec toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben ça, je serais très curieux de savoir, parce que faut avoir de la force mentale pour sortir de là. Ah oui, j'imagine. Oui. Ça doit pas être simple. Voilà, j'aimerais bien entendre les échecs de Blanche Gardin ou de Douli, qui sont des parcours de gueule cassée. Donc c'est des gens mystérieux, et puis c'est des gens dont t'as envie d'entendre le recul. Le parcours, le recul. Ouais, ça j'aimerais bien. Mais sinon, il y a un mec comme Alexis Le Rossignol qui a une vie incroyable, où il va au Mexique pendant 10 ans. Enfin, c'est des parcours intéressants parce qu'ils sont pas linéaires, donc forcément, ils sont source d'apprentissage. Mais voilà. Eh ben, je note tout ça. Merci Arnaud Demange d'être passé dans le podcast. Eh ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt, ciao.